Aujourd'hui, je m'entretiens avec Denis Perrier. Denis nous parle de sa carrière militaire au sein des Forces armées canadiennes et de la réserve, et aussi de l'importance d'avoir un équilibre dans la vie. Monsieur Denis Perrier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça me fait plaisir. Denis, vous êtes entré dans les Forces armées canadiennes à l'âge de 19 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à vous enrôler? Comme plusieurs de mes copains, je pense qu'on est rentrés en même temps, le goût de l'aventure. On avait, avant les Forces armées, notre parcours avait commencé quand même un petit peu plus de bonheur, parce on était rentrés dans les louveteaux. J'avais fait 3 ans dans les louveteaux, j'avais fait 2 ans d'un scout, 4 ans d'un cadet. Fait que c'est comme une continuité, si on veut, là. À partir de l'âge de 9 ans, cette espèce de cohésion, d'esprit d'équipe là, qui est plaisant à travailler ensemble. Puis pour un jeune de 9 ans, les louveteaux, c'est quand même en uniforme. C'est quand même aller dans le bois. Puis c'est... Fait que j'ai comme gardé une gradation là-dedans. Puis je me suis dit, l'armée, c'est vraiment fait pour moi. Surtout après les cadets. Je l'ai découvert encore plus après mes 4 ans de cadet. Même j'étais dans cadet de l'air. Je suis rentré au Royal 22e Régiment. Fait que... mais... Est-ce que ça surprenait vos collègues? Oui, c'est ça. Oui, je me faisais traiter de traître. Là, à la blague, ils me disaient que c'est ça, que je délaissais le côté aviation, puis je m'en allais avec les 22. Mais fait, le goût de l'aventure, le défi, puis une belle carrière aussi, là, le fait de voyager, puis d'aller pouvoir outre-mer aller aider des gens. Là, fait que c'est un peu un ensemble de tout ça. Vous avez effectué votre première mission en 1987 à Chypre. Comment on se prépare à partir, que ce soit au plan familial, au plan personnel, au plan des amis? Comment on se prépare à partir? Parce que vous étiez quand même jeune. Oui. Ma préparation à moi, ça n'a pas été très compliqué au niveau de la première mission parce que justement, à l'âge de 19 ans, j'avais une blonde, mais c'était-tu sérieux? Ça faisait juste quelques mois, puis c'est sûr que quand je suis revenu de mission, elle n'était pas là. Elle avait disparu comme beaucoup de mes collègues. Mais on s'est préparé, je vous dirais, les montées en puissance étaient moins fortes dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, que pour aller en Bosnie, en Afghanistan, c'est des montées en puissance de 5, 6, 1 an, même 1 an et demi. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. On s'entraînait à toutes sortes de choses, quelques mois, puis ensuite de ça, on allait en mission. Mais au niveau de la famille, c'était pas un problème parce que, justement, pas d'enfants. Mes parents, c'était pas une mission qu'on entendait parler à tous les jours, qu'on disait qu'il y a du danger de mort. Fait que ça n'a pas été compliqué au niveau de la famille non plus. Là. J'ai juste eu des bons succès, bonnes missions, puis ça n'a pas été compliqué. Vous êtes également parti en 1995 pour la Bosnie, oui, où ça jouait un petit peu plus dur. Comment vous êtes-vous préparé à cette mission-là, ou est-ce qu'on vous a préparé différemment? Ça a été un petit peu plus compliqué, effectivement, parce que 95... comme vous savez, ça a été une année extrêmement explosive en Bosnie, si vous me permettez l'expression. C'est la dernière année de guerre. Ensuite de ça, c'est vraiment la force de l'OTAN qui est rentrée. Nous, les casques bleus, on l'a eu dur. Il est arrivé beaucoup de choses. Puis au niveau de la préparation, quand je suis parti, j'avais une blonde à cette époque-là aussi, qui n'était pas la même que de ma mission à Chypre. Puis elle a bien mal pris. Elle voulait pas que je parte. Finalement, même à ma montée en puissance à Valcartier, elle m'avait laissé à ce moment-là. Mais finalement, avant que je parte, on est revenus ensemble. Elle a accepté que je parte à l'aventure. Mais pendant que j'étais en Bosnie, elle m'a laissé. Fait que... Mais au niveau des parents, c'est un petit peu plus compliqué aussi. Là. Surtout mon père. On entendait plus parler là, de la Bosnie, qu'est-ce qui se passait là-bas. Exact. Il y a eu des décès, il y avait des bombardements, les casques bleus, comme on sait, il y a eu des cessez-le-feu, il y en a eu peut-être 200-300, mais aucun respecté. Il y a eu des morts, il y a eu des explosions, on était attaqué sur le camp, il y a eu beaucoup de choses. Puis ça inquiétait mon père un peu. Lui, il se disait, pourquoi tu t'en vas là? Tu sais, t'es policier à Montréal, t'as une belle carrière, t'as pas besoin d'aller te mettre dans cet environnement-là puis à tout risquer. Là. Fait que lui, il a eu un petit peu plus de misère avec ça. Mais bref, c'était ma décision pareil. Fait que j'ai décidé par... Écoutez, j'étais prête là. J'avais eu beaucoup d'entraînement au niveau des forces, déjà une première mission. Ensuite de ça, beaucoup d'entraînement au niveau de la police. Fait qu'au niveau de la préparation mentale, je pense que je l'avais. Puis, c'est important de spécifier, vous avez quitté les forces pour revenir avec la réserve, chose qui est un peu
inhabituel. Oui, exact. Souvent, les jeunes vont rentrer dans la réserve. À un moment donné, il va y avoir un transfert dans la régulière. Moi, je visais vraiment une carrière dans les forces à temps plein. Vraiment, je voulais faire 30 ans avec le Royal 22e Régiment. Puis j'étais destiné aux unités spéciales. Je ne vivais que pour ça. Moi, j'avais les habiletés, mais il y a des problèmes de santé qui ont commencé déjà dans mes premières années de régulière. Je suis rentré en 85, je suis sorti en 88. J'ai commencé à avoir des problèmes aux articulations pour des raisons peu connues. Puis à ce moment-là, tu pouvais pas aller au médical. Pas dans ce temps-là. Là. Tu sais, dans ces années-là, si tu allais au médical, surtout comme un fantassin, mais tu étais vu comme un petit peu le mou, mettons, si vous me permettez l'expression, le mou de la gang. Puis fait que si elle n'est pas au médical, ça pouvait te nuire au niveau de ton dossier médical, après ça, des affectations. Fait que tu continuais avec les douleurs, puis de toute façon, il n'était pas question non plus de finir le cours avec un autre peloton. Tu es tombé dans un peloton d'attente, puis... Fait que moi, en plus, c'est un projet spécial à ce moment-là. C'était en 85, ils ont pris tous les gars de 22, les Royal 22e Régiment, puis au lieu de faire notre cours à la base de Saint-Jean, on a fait notre cours à l'école de combat de Valcartier. C'était une première. Fait qu'on a fait notre cours de recrue à Valcartier au lieu de la base, puis on a fait notre cours de fantassin. Fait que c'est 6 mois à l'école de combat. On a commencé 54, puis on a fini 26. Fait que c'était quand même... puis dans ces années-là, c'était pas mal rough. Là. Beaucoup plus, je pense, qu'encore aujourd'hui, là, au niveau des entraînements. Fait que là, ma gang s'en allait en Allemagne. Je voulais aller en Allemagne avec eux autres, mais là, les douleurs articulaires, là, je me suis tellement questionné. Ça a été une des décisions les plus dures de ma vie. T'sais, j'aime cette carrière-là, mais là, je vais-tu me retrouver d'une chaise roulante là, dans 5 ans, là, puis hypothéquer le restant de ma vie. Fait que j'ai pris la décision de sortir après mon premier mandat de 3 ans. Sauf que le OCA est arrivé, puis ça. Fait que là, l'appel, je voyais ça à la télévision, l'appel de l'armée est revenu. Fait que là, j'ai décidé de rentrer dans la réserve, au 22 aussi, 4e 22 à Laval. Et vous étiez quand même policier à Montréal? Oui, c'est ça. Oui, je suis rentré dans la police de Montréal en 93. Mais j'avais fait la police de Bedford, la police de Saint-Jean, la police de Longueuil avant. Fait que j'avais fait 3 quarts de police avant que Montréal m'engage. Fait que, bref... tout ça ensemble fait que il a fallu que je retouche à l'armée, puis j'ai quand même resté 25 ans de plus, fait que m'a donné un total de 28 ans et demi, fait que, jusqu'à ma libération médicale, il y a 1 an et demi. D'accord. Alors que là, on se ramène en Bosnie. Oui. À l'été 95, dans le fond. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Écoutez, il est tellement arrivé de choses. Moi... premièrement, à la montée en puissance, quand je suis arrivé là, j'étais excessivement déçu parce qu'il n'y avait pas de position pour moi. Il n'y avait pas de position là, au niveau des bataillons d'infanterie. Il y avait eu des erreurs administratives, ce qui est très rare dans l'armée, en sarcasme. Mais finalement, j'ai pu me retrouver avec la section de police militaire, étant donné que j'étais un policier. Fait que j'ai adoré ce job-là parce que j'ai côtoyé des gens formidables, j'ai développé des amitiés, puis la job était intéressante aussi. On patrouillait 900 km de territoire, on allait sur des accidents, on allait sur des incidents, on allait visiter tous les bataillons des montagnes, partout ces postes d'observation. Fait qu'on faisait beaucoup de routes, qu'on a vu beaucoup de choses. Puis mon partenaire à moi, qui était mon chef, mon superviseur, puis il est devenu mon meilleur ami parce que un grand gaillard, un gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5, 250 livres, une grosse police militaire. À un moment donné, on s'est retrouvé dans un territoire que les cartes, c'était so-so là-bas, puis comme vous savez, il y a 3 forces en présence, les Croates, les musulmans, les Serbes. Fait qu'on s'est retrouvé dans une zone que pas nécessairement on devait être là. On avait comme politique de ne pas prendre des photos, naturellement, tout ça, c'est toujours en mission. Puis où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. On a vu un beau décor, une montagne, c'était même pas une base militaire, un beau fond d'écran, soleil et tout, prendre une photo. Puis on a comme été intercepté un petit peu plus loin, un hijack qu'on appelle, par des Serbes. 2 d'unités spéciales sûrement, t'as tout habillé en noir, cagoulé, 2 en camouflage aussi cagoulés. À la pointe de l'arme. Moi, j'étais conducteur, puis on n'avait pas des gros véhicules de protection. Hein, c'est pas comme l'Afghanistan. Là. La Bosnie, ça brassait, mais on avait notre frag jack. Vraiment juste... C'est pas équipé pour... C'est pas équipé, exactement. Un minimum de balles, un petit L10 avec des portes en plastique. Il n'y a rien de blindé là-dedans. Puis c'est ça. À ce moment-là, ils ont pris mon partenaire.
parce que c'est lui qui avait pris la photo. Mon numéro aurait pu sortir cette journée-là, parce qu'une journée, je chauffais, une journée, c'était lui, une journée. Puis cette journée-là, je chauffais, puis c'était à côté conducteur. Ils ont décidé de prendre, puis c'est lui qui avait pris la photo. Ils sont partis avec. Ça a duré 4 heures. 4 heures de temps, j'avais aucune idée de ce qui se passait à l'autre bord de la clôture, l'autre bord de la base. J'essayais de négocier avec le soldat qui parlait juste serbe. J'étais allé le petit village, personne ne parlait. J'essayais de rejoindre les communications radio. Absolument rien. Communications radio, ça c'est compliqué aussi là-bas. Aucun véhicule des Nations Unies, rien. Je me sentais seul au monde. J'étais en train de me faire des stratégies de nuit, là, comment je vais faire pour rentrer là. Je regardais il fallait absolument que j'aille chercher mon chum. C'est fou, là, tout ce qui peut nous passer par la tête. Puis de dire, je fonce-tu dans la clôture, puis je me mets à tirer partout. Tu sais, t'es rendu là. Ouais. Parce qu'il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures, là, l'attente, 4 heures. Puis là, il est ressorti de là. Puis il n'a plus jamais été le même. Puis jamais. En le sortant, je l'ai vu dans son visage, là, les yeux injectés de sang, puis je pense qu'il avait pleuré, puis il n'a plus jamais été le même homme. Là. Fait que, puis en s'en allant, mais là, il y avait quand même une tension, il parlait pas, fait que là, j'ai réussi à parler avec tranquillement, pas vite, il voulait rien dire. Mais il a fini par me dire qu'il avait été victime d'un viol collectif. Fait que ça a donné un méchant coup. Fait que là, on fait quoi avec ça? Tout le long en s'en allant, là, on a pris une photo, on n'est pas nécessairement dans le bon secteur. On rapporte-tu l'incident, on rapporte-tu pas? Lui, il en était hors de question. Là. Ouais. Lui, c'est police militaire, puis il voyait déjà sûrement le jugement des autres, la famille, tu sais, le gros. Déjà, tu es dans l'armée, en plus, tu es une police, fait que ça m'a mené... Puis c'est ça, fait que à la vie, à la mort, on n'en parlera jamais. Fait que moi, j'ai traîné ça sur mes épaules longtemps. J'ai jamais parlé à ma famille, blonde, quoi que ce soit, jamais à personne. Puis lui, 6 ans, jour pour jour, après notre retour de Bosnie, bien, il s'est enlevé la vie. Puis 2 jours avant, il était venu me voir. C'est là que j'ai eu, je pense, le plus de culpabilité, c'est de ne pas avoir perçu de signe, absolument rien. Là, il me parlait là, comme vous me parlez, puis on ne revenait jamais à ce sujet-là. On avait dit à la vie, à la mort, on n'en parlerait jamais. Fait que là, il me parlait de sa famille, ça allait bien. Il était venu en vacances parce qu'il était reparti dans une ambassade en Algérie, parce que c'est les policiers militaires qui surveillent les ambassades. Fait que là, il était revenu en vacances. Fait que 2 jours avant, on se parle, tout me semble aller bien. Puis aussitôt qu'il a mis le pied, 2 jours après, aussitôt qu'il est reparti en Algérie, bien là, sa femme sa femme qui m'a avisé. Soit sa femme ou bien non, je pense que c'est les unités spéciales d'Ottawa qui sont venues chez moi, parce que, tu sais, ils retracent, mettons, les derniers 24 heures, 48 heures. Qui sont venus m'enquêter, savoir s'il m'avait dit quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé, et tout. Fait que ça a donné un méchant coup, tu sais. Ben, après ça, j'ai pas plus ouvert, j'ai continué à garder ça. Je vous dirais jusqu'à temps qu'on parle beaucoup de la Bosnie en 2012, parce que pour le 20e anniversaire, j'avais été approché par Radio-Canada. Puis là, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, puis j'ai décidé d'ouvrir un peu, là, d'en parler, si ça pouvait aider des vétérans, là, d'aller chercher de l'aide. Puis, parce que quand j'ai parlé à sa femme après, elle me disait que, tu sais, au retour de Bosnie, il était de plus en plus violent, mais pas envers elle, pas envers les enfants. Il y avait 2 jeunes enfants en plus quand il s'est enlevé la vie. Mais, tu sais, je pense qu'il avait défoncé une coupe de mur avec des coups de poing, puis, tu sais, ses comportements et tout. Fait que sa vie avait changé, là. Fait que là, moi, suite à tout ça, suite à beaucoup de cheminement personnel, puis d'aider autrui, là, fait que j'ai décidé J'avais passé à... Tout le monde en parlait, je pense, une entrevue, puis c'est là que ça avait commencé. Dans le fond, est-ce que c'est ce qui vous a amené à vous impliquer au sein de Pères aidants? Je vous dirais oui, sûrement, parce que à mon unité, au 4e 22, à un moment donné, avec l'Afghanistan, on s'apercevait que beaucoup de militaires n'avaient pas nécessairement les ressources, quoiqu'il y avait beaucoup plus de ressources aujourd'hui que dans mon temps, dans le temps de la Bosnie. Mais ça a été développé, ça, par la 34e brigade dans le coin de Montréal, d'avoir des pères aidants dans les unités pour
pour les retours de mission d'Afghanistan. On fait un suivi pendant 1 an. On a quelques rencontres. Rejoignable 24 heures sur 24, en tout cas dans mon cas. Il y avait toutes les coordonnées. Fait que j'ai suivi quelques membres. Puis certains m'ont dit que j'ai vraiment, vraiment aidé. Qu'une chance que j'étais là. Fait que ça, c'est très valorisant sur le plan personnel. Ça vaut toutes les médailles du monde de pouvoir aider un collègue, là, puis peut-être qu'il est encore en vie grâce à toi, tu sais, puis qu'aujourd'hui, une femme, des enfants, puis... fait que j'ai continué. Fait que, mais là, c'est devenu comme plus large parce que là, les jeunes, parce que je dis les jeunes parce que j'étais d'un plus vieux, là, au niveau de la réserve, là. Beaucoup de gars de 20, 22, puis des filles, et je dis des gars, des filles aussi. Ils venaient me voir aussi pour les problèmes personnels. C'est des problèmes d'argent, des problèmes de couple, n'importe quoi. À cause de mon vécu, à cause que c'est pareil. Tout ce que les gens peuvent vivre, j'avais pas mal passé au travers, des séparations, avoir un enfant, puis un paquet de choses. Fait que... Oui, parce que vous le disiez dans une entrevue que vous aviez accordé, si ma mémoire est bonne, à LCN lorsque vous avez reçu un prix dont on parlera un petit peu plus tard, mais que vous aviez ce qui vous manquait, puis ce que vous n'aviez pas pris le soin de vous accorder, c'était l'équilibre dans votre vie. Oui, exact. L'équilibre, c'est un message que je passe beaucoup. Je fais des conférences aussi à la base de Saint-Jean parce que je suis membre de la Légion. Je suis membre de plusieurs organismes, dont la Légion à côté de la base. Puis souvent, pour les recrues francophones, on fait appel à moi pour aller, eux, dans leur instruction, c'est obligatoire de rencontrer un vétéran. Puis nous, on va parler du jour du souvenir. Puis on parle de nos expériences personnelles. Fait que moi, je mets de l'emphase sur l'équilibre, l'importance de l'équilibre. Tu sais. Aujourd'hui, là, puis je pense que la génération, en tout cas, je regarde ma fille qui va avoir 22 ans, l'ouvrage, c'est pas ce qu'il y a de plus important, peut-être, comme dans nos générations, quand on était un petit peu plus jeunes, là. Puis eux, des fois, c'est peut-être trop à l'extrême, là. Je dis ça à la blague, là. Tu sais, vous devrez peut-être amener un équilibre, eux autres, un équilibre... Oui, c'est peut-être pas les mêmes priorités. C'est pas les mêmes priorités. Un petit peu plus de travail, puis un petit peu plus s'amuser. Mais bref, je parle de l'importance de l'équilibre, la famille, de pas nécessairement tout le temps dire oui à tout. C'est qu'à un moment donné, il faut t'en prendre des journées de congé. La communication est très importante. Il faut t'en parler à ta famille absolument, comme quoi que c'est quoi une mission, puis à quoi faut-tu t'attendre. Je pourrais revenir puis pas être la même personne. Fait que c'est le message que je passe, puis j'ai fait une couple de meetings aussi à mon unité, puis la même chose, surtout quand les gars m'ont fêté, quand je suis parti, il y a 1 an et demi, là, une libération médicale, parce que je voulais rester. Même chose, ils m'ont donné l'occasion de m'adresser à eux, puis j'ai parlé d'équilibre, là, c'est vraiment important, là, vos familles, puis apprendre à dire non. Et comment vous l'avez vécu, votre libération médicale? Ah, très mal. Très, très mal. Certains diraient c'est moins pire un réserviste qu'un régulier, parce que le régulier, c'est sa job à temps plein, puis moi, j'ai déjà une job de policier. Mais non, parce que moi, l'armée, là, c'est ancré en moi, là, au risque de me répéter, comme je disais, c'est depuis mon jeune âge, 9 ans, là, tout mon parcours. Je voulais faire une carrière là-dedans. Là. Encore aujourd'hui, si c'était à refaire, c'est clair que je choisirais l'armée plus que la police. Là. Je ferais 30 ans là, dans l'armée. C'est vraiment des problèmes de santé là, qui m'ont porté à sortir. Mais j'ai perdu un petit peu le momentum là, que je m'en allais vous Non, expliquer. Bien, je vous demandais si ça avait été difficile, le fait là, que vous soyez libéré médicalement. Oui, c'est ça, exact. Fait que je l'ai pris difficile parce que j'avais ça ancré en moi à l'âge de, mettons, 50 ans, puis que c'est jusqu'à 60 ans, fait qu'il me restait peut-être une bonne dizaine d'années à donner. J'étais à la cellule d'instruction, fait que, tu sais, même si j'étais moins opérationnel, je pouvais quand même donner, là, tu sais. Je trouve ça dommage que l'armée n'ait pas un programme pour garder ses vétérans quelques années de plus, là, parce que je pense que c'est un débat en ce moment, mais sans nécessairement être déployable, tu sais, tu pourrais garder ton monde un peu plus. Mais moi, c'est venu me chercher. Ça va faire 1 an et demi, là, le 12, là, tu sais, assez que je connais les journées, là, tu sais, fait que... Puis j'ai fait plein de démarches pour rester. Puis c'est toujours la même chose. Hein. Je suis allé ACC m'ont référé à l'Ombudsman des Forces canadiennes, qui m'a référé à l'Ombudsman des vétérans.
qui m'ont référé à mon commandant d'unité. Commandant d'unité, t'es plus dans l'armée avec nous autres, fait que ça nous appartient plus. Qui m'a référé à... C'est incroyable, là. Tout le monde te réfère partout. Tu te perds là-dedans, une affaire incroyable. Tu sais plus où aller. Tu sais plus à qui demander maintenant, mais souvent tu lâches prise. Puis je le vois sur des sites de vétérans. Je suis dans plusieurs sites de vétérans, dans plusieurs organisations. Puis c'est fou. C'est pas pour rien qu'il y a plein de nos militaires, de nos vétérans qui s'enlèvent la vie. Là. On se le cachera pas. Le taux de suicide est beaucoup plus élevé que la population civile en général. Il n'y a pas d'aide. Les gars en demandent de l'aide, mais à force de te faire garrocher à gauche puis à droite, puis à tout le temps de faire transférer tes dossiers, souvent même les dossiers se perdent. Moi, ça m'est arrivé. J'ai même référé à mon député que le dossier s'était perdu. Fait que là, c'est des mois. Là, tu recommences. Fait que j'en suis là. Aujourd'hui, là, j'ai envoyé des lignes un peu partout, là, les ombudsmen, comme je vous dis, puis le député, tout ça. Puis... Mais je me fais pas d'illusions. Là. Ottawa, c'est une grosse tour. Puis les médecins là-bas, ils ont énormément de pouvoir. Hein. C'est le complexe de Dieu, je dirais quasiment, c'est qu'il n'y a personne qui peut aller à leur rencontre. Personne. Dans mon cas personnel, à la base de Saint-Jean, il y a 2 militaires qui m'ont déclaré fit. Qu'est-ce que ça signifie? Fit, ça veut dire que je pouvais continuer. C'est que je suis capable de faire la job. T'sais, même à 50 ans, l'infanterie, je me qualifiais au NIAC, aux normes individuelles d'aptitude au combat à toutes les années, au niveau 3, aux 13 km de marche forcée, à tout. Tu sais, je faisais la job pareil. Fait que j'ai été déclaré fit deux fois. Puis Ottawa ont quand même dit non. C'est spécial que des médecins de la base de Saint-Jean, que c'est pas des amis, là, c'est des médecins de la base, me disent « OK, t'es correct, on va écrire en fonction de ça. » Puis Ottawa ont dit non, t'es dehors. Fait que, il y a un petit peu trop de pouvoir en haut, je pense, là, qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, là, vraiment. Là. Fait que je comprends nos réguliers là, encore plus. Comme je dis, moi, j'ai réussi à avoir une carrière parallèlement à ça, puis je fonctionne le plus que je peux dans la société, puis j'ai une job, mais le gars qui sort de l'armée, puis que c'était sa vie, la régulière, puis il se retrouve, là, il n'y a plus de job, il n'y a plus rien, là, puis il y a cette espèce de combat-là que je mène pareil, là, c'est quelque chose, c'est vraiment pas facile. Avant de terminer, si vous aviez un message à lancer à nos vétérans qui nous écoutent en ce moment, ça serait lequel? Je dirais de jamais abandonner. Jamais, j'ai... Assez, là, que je ne l'ai pas, mais souvent, je traîne une affiche dans toutes les conférences que je donne. Tout ça, j'ai une espèce d'affiche, c'est drôle. C'est un héron qui est en train d'avaler une grenouille, mais la grenouille, il serre le cou. Fait que je ne sais pas si vous voyez l'image, là. Fait que le héron, la grenouille, elle serre le cou, mais la tête est dans sa bouche. Fait qu'il n'est pas capable d'avaler. Fait que la grenouille, elle ne se fera pas avaler, là. Elle serre le cou, regarde, je passerai pas, là. Fait que c'est marqué, ne jamais abandonner, never give up. Abandonnez pas, jamais, jamais, jamais. Continuez à vous battre. La machine est grosse. Si ça ne marche pas au niveau de la machine, nous, les collègues, on est là. C'est fou, tous les sites qu'il y a là, au niveau Facebook, là. Puis des fois, il y en a un qui lance une ligne qui va pas bien. On le voit, là. Fait que là, tout de suite, il y en a un qui répond, viens me jaser en privé. Numéro de téléphone, appelle-moi. Puis tu vois que ça l'aide des gens. Fait que Frères d'armes, c'est vraiment quelque chose. On est tissé serré. On a vécu sensiblement les mêmes choses, des aventures que le commun des mortels ne vivrait pas. Fait que puis aller au médecin de famille, à la limite, tu sais, puis de demander à avoir éventuellement un psychologue ou un psychiatre. Moi, je suis passé par là aussi, médication, antidépresseurs, un paquet de choses, même si ça a pris comme 20 ans avant que j'ouvre, là. Mais ça a aidé, ça a vraiment aidé. Des fois, c'est long, trouver le bon médecin, la bonne dose, le bon médicament. Mais un moment donné, ça te donne une vie, puis tu peux continuer à avancer. Mais jamais abandonner. Là. La famille aussi, je sais qu'il y en a qui, des fois, c'est dur pour la famille, il y en a qui quittent, mais se retourner vers les Frères d'armes. L'aide existe, là. Il y a plein de ressources. Il y a la Vigile ici à Québec, je pense qu'il est une très belle maison. J'ai entendu beaucoup parler là, de la Vigile. Il y en a des ressources. Là. Des fois, c'est dur de sortir de chez toi, puis juste d'ouvrir le rideau pour voir le soleil. Tu sais, quand tu es en dépression, puis ça va pas, là. Mais il va y avoir des jours meilleurs, là, puis c'est ça. L'aide existe. Vous êtes maintenant un héros de l'ombre.
Vous avez été reconnu en novembre 2017 au sein du Gala des prix policiers du Québec. Oui. Félicitations. Bien, merci beaucoup. Vous avez reçu le prix Cristal. Oui. Est-ce que ça met un baume sur votre carrière militaire? Je dirais que les reconnaissances officielles sont toujours intéressantes. C'est quelque chose de plaisant d'aller dans ce genre d'événements mondains-là, puis d'être reconnu par les pairs, puis c'est quelque chose de le fun. Mais c'est vraiment pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comme là, on m'a reconnu pour justement mes années de service, tout ce que j'avais fait, puis parce que je suis dans le fond, j'ai eu le prix d'engagement social. Fait que c'est beaucoup d'engagement social. C'est avec l'Ambulance Saint-Jean, la garde côtière, écoutez, Émo Québec, là, que je suis rendu à quasiment 500. J'approche le 500 dons. C'est vraiment de l'implication. Fait que on te reconnaît, mais le vrai bien qu'on peut faire, c'est d'aider tout ce monde-là. Là. Tu sais, quand je vais dans un souper d'Émo Québec, puis qu'ils font venir une mère en avant avec la petite fille, puis la petite fille a de la misère à rejoindre le micro, puis elle dit merci, tu sais, puis elle est vivante, là. Elle est vivante parce que des gars comme moi donnent du sang. C'est incroyable, là. Puis parce que des gars comme moi ont transporté des organes aussi, là, pendant 20 ans, là, au-dessus de 150 transports d'organes bénévoles. Tu sais, tu fais partie de la chaîne de survie, puis c'est ça qui est très, très, très valorisant. Fait que c'est sûr que c'est le fun de recevoir des prix, mais c'est le bien qu'on fait, là, c'est beaucoup plus intéressant, là. C'est ça les vraies valeurs qui restent finalement. Denis Perrier, merci beaucoup pour ce témoignage. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci. Merci.